Bref. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeune et Brillant. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire ou à vous abonner à la chaîne. Comme vous le savez, j'ai l'habitude de donner la parole aux jeunes dans ce podcast. Mais aujourd'hui, on est sur un épisode un peu spécial car je suis toute seule, voilà. J'ai une petite annonce à vous faire. Comme certains le savent, je suis très enceinte depuis juillet 2025 et donc je vais devoir partir en congé maternité et faire une petite pause sur le podcast tout simplement et je reviendrai en septembre. Je me disais que avec cette annonce, ça serait bien de faire un petit épisode sur la grossesse, la maternité, vous raconter un peu ce que je traverse, qui fait un peu sens avec tous les sujets qu'on a abordés depuis ces 3 dernières années dans Jeune et Brillant. On a vu plein de jeunes, des parcours hyper différents, tout ce que peuvent traverser les jeunes dans leur parcours, les difficultés comme aussi ce qu'ils accomplissent chaque jour. Et je me disais que la maternité, la grossesse, c'est aussi un énorme sujet pour beaucoup de jeunes. Donc voilà. Bon, je suis plus si jeune, j'ai 31 ans, mais on va en parler aujourd'hui. Alors déjà, je suis un peu stressée parce que c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de parler seule face caméra. J'ai plutôt l'habitude de parler avec des invités, d'eux, et pas beaucoup de moi, de les interroger, de les faire parler. Mais là, aujourd'hui, c'est moi qui dois prendre la parole, donc c'est un petit peu plus stressant. En plus de ça, à cause de la grossesse, je suis extrêmement essoufflée. Donc, je vais avoir peut-être l'air de reprendre mon souffle à certains moments ou de paraître à bout de souffle. C'est tout à fait normal, c'est un des symptômes de la grossesse. Alors, par où commencer ? Déjà, j'ai toujours eu en moi un désir de maternité, d'avoir un enfant depuis très jeune, peut-être depuis toujours en réalité, et ça a commencé à s'amplifier dans ma deuxième partie de vingtaine. Après 25 ans, j'avais très envie d'avoir un enfant. Et donc ça a été assez naturel quand avec mon conjoint, on a décidé de se lancer dans l'aventure. Évidemment, on a toujours l'impression que ça va être une aventure. On se dit que ça va bien se passer. Généralement, ça se passe bien pour beaucoup de personnes, la majorité même. Mais on a traversé quand même une petite épreuve avant que je tombe enceinte, dans le sens où j'ai décidé d'enlever mon stérilet puisque c'était mon moyen de contraception et je suis tombée enceinte au bout de 1 mois après avoir enlevé mon stérilet. Mais alors tout s'est pas passé comme prévu puisque j'ai appris ça aux urgences parce que j'avais des douleurs pelviennes très importantes et en fait je suis partie aux urgences et on m'a annoncé que finalement j'étais enceinte. Donc sur le moment j'étais assez surprise puisque je venais d'enlever mon stérilet 3 semaines avant et je me disais waouh, ça va super vite et tout, j'étais pas prête et même mon copain n'était pas prêt non plus, on s'y attendait absolument pas, mais à l'hôpital ils me disent bien alors soit vous êtes en train de faire, vu que j'avais des douleurs pelviennes importantes à l'hôpital, ils me disent attention, peut-être que vous êtes en train de faire une fausse couche, peut-être que tout se passe bien et que c'est juste des douleurs d'implantation, ou peut-être que vous faites une grossesse extra-utérine, ce qui arrive dans très peu de cas. Je crois que c'est une grossesse sur 100. Donc pour moi, j'avoue que n'étant pas du tout informée sur ce sujet-là de la grossesse extra-utérine, c'est pas du tout une option. Je me dis que non, j'y pense même pas à cette option-là en fait. Ils me disent de revenir 2 jours après pour faire une échographie de localisation pour voir où l'œuf justement est implanté, s'il est bien dans l'utérus ou s'il est ailleurs. À côté de ça, je fais une prise de sang pour contrôler les bêta-CG
Et là, quand je fais les prises de sang, ça me confirme que je suis bien enceinte. Et au niveau du taux, la médecin est assez positive et me dit qu'il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Donc moi, je repars chez moi parce que en fait, le médecin n'était pas disponible aux urgences pour me faire une échographie. Et je suis assez positive. Je me dis, bon, bah, je suis enceinte, c'est trop bien, même si on s'y attendait pas vraiment et on n'était pas prêts. C'est quand même une bonne nouvelle puisqu'on avait enlevé le stérilet pour ça. Finalement, le médecin me rappelle et me dit « Bon, je suis dispo, ça serait quand même bien que vous veniez pour faire une échographie de localisation. » Donc là, je retourne à l'hôpital, j'y vais et elle ne trouve pas, l'embryon. Elle cherche et finalement, elle se rend compte que c'est dans ma trompe de Fallope. Et c'est ce qu'on appelle du coup une grossesse extra-utérine. Donc là, c'est la descente aux enfers. Je me dis que... Enfin, j'étais pas du tout préparée à ça, j'étais seule. Mon copain n'était pas avec moi parce que, étant donné que j'étais positive et que je pensais que c'était juste une petite écho et qu'en plus aux urgences, il peut pas rentrer avec moi, bah, j'y étais allée seule et j'étais absolument pas préparée à ce qui allait se passer après. Donc quand elle me dit ça, je me dis mais comment c'est possible ? Qu'est-ce qui va se passer ? Donc j'appelle mon copain, je suis dans tous mes états, je me dis c'est horrible. Et du coup, en fait, ils me disent que d'après mes prises de sang, vu que le bêta-CG est pas encore trop haut, on n'est pas obligé d'aller au bloc opératoire pour enlever, parce qu'en fait, le risque, c'est que quand ça grossit, ça fasse exploser la trompe de Fallope et que on fasse une hémorragie et que, enfin, ça peut mettre ça pouvait mettre ma vie en danger. Mais vu que je suis à un stade très encore, la grossesse est toute jeune, il est encore possible de prendre un traitement par piqûre pour que la grossesse se résorbe. Donc voilà, on me dit d'attendre, de refaire des prises de sang, d'attendre les résultats de la prise de sang, et après ça, on pourra me faire une piqûre. Et ensuite, je pourrais rentrer chez moi et on me dit qu'il faut me faire un arrêt maladie d'au moins 1 semaine parce que il peut y avoir des effets secondaires, des douleurs, etc. Donc j'attends 3 heures environ, ce qui est extrêmement long, surtout quand on est dans cet état un peu de mal-être. Mon copain me rejoint et ils me font la piqûre. Je rentre chez moi et j'attends que ça se passe. Donc là, je rentre chez moi, je suis complètement 6 pieds sous terre. J'ai l'impression que, j'étais tellement pas préparée. À l'hôpital, c'est très mal pris en charge. Parce que ça arrive pas souvent et que il n'y a pas 36 000 solutions et qu'on peut pas, il faut agir vite, tout ça, donc on est un peu dans l'urgence et tout, donc ça peut laisser des stress post-traumatiques. Donc se passe quelques jours chez moi où je commence à perdre du sang, je commence à avoir des douleurs atroces, mais ça on m'avait prévenu à l'hôpital, mais en même temps, en fait, il y a 2 choses. Les douleurs peuvent être dues au traitement, mais elles peuvent... En fait, le traitement a que 15... Je sais plus les chiffres. Mais le traitement est pas efficace à 100%. Non, le traitement n'est pas toujours efficace à 100%, ce qui fait que, en fait, les douleurs qu'on a peuvent être dues au traitement qui fait effet, mais peuvent être aussi dues à la grossesse qui grossit dans la trompe et donc qui risque encore d'exploser. Donc en fait, quand on est chez soi, on est toujours dans le doute. Et c'est pour ça qu'à l'hôpital, ils nous disent de revenir. Si on a des grosses douleurs qui commencent, il faut qu'on aille aux urgences. Donc... Et en plus de ça, ils checkent tous les 48 heures. On est obligé de retourner à l'hôpital tous les 48 heures pour voir comment ça évolue. Si les bêta-CG baissent, ça veut dire que le traitement fait effet. Si elles ne baissent pas, voire elles augmentent, alors là, ça voudrait dire que 1 semaine après, on sera obligé de faire une piqûre.
En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu d'énormes douleurs jusqu'à en tomber dans les pommes. Et donc, je décide tout simplement de retourner à l'hôpital parce que j'avais trop mal. Et finalement, en me refaisant des prises de sang, on se rend compte que le traitement n'a pas fonctionné. Donc, il faut refaire une piqûre et refaire... bon, ça, c'était une semaine après. Et refaire une semaine d'arrêt maladie, rester chez soi... parce que on est obligé d'être... Enfin, on n'est pas obligé, mais on est encore alité parce qu'il faut pas trop bouger non plus parce que ça peut être dangereux aussi pour la trompe si le traitement fait toujours pas effet. Donc, nous revoilà partis pour une semaine d'alitement. Et finalement, après la deuxième semaine, on se rend compte que le traitement a fonctionné. Donc, je vais pouvoir passer à autre chose et c'est pas plus mal. Donc ça, c'était en mars 2025. Non, c'était en février. Oui, c'était du 1er mars au 15 mars. En gros, ça dure quand même 3 semaines entre le moment où... Parce qu'après, il faut retourner à l'hôpital une fois toutes les semaines jusqu'à ce que les bêta-CG soient à 0 et ça met pas mal de temps à revenir à 0. Donc que la grossesse soit totalement résorbée, pardon. Donc ça dure à peu près du 1er mars ou du 26 février, un truc comme ça, jusqu'à avril. Jusqu'à début avril, donc c'est très long. Et pendant tout ce temps, tous les samedis, je suis obligée de retourner à l'hôpital pour faire des prises de sang, des échographies. Voilà, donc une aventure vraiment très longue. Après ça, moi je suis un peu en dépression et je me dis en fait je suis pas prête à avoir un enfant tout de suite, ça me déchauffe complètement et je pense que ça va pas se passer tout de suite, j'en ai pas envie et en même temps j'ai toujours envie au fond de moi, mais je me dis que avec ce qui m'est arrivé, ça se trouve je pourrais pas retomber enceinte de toute façon, donc j'essaye de me convaincre en tout cas que c'est plus pour moi et qu'il faut que je passe à autre chose. Finalement, le temps passe, je me remets un peu de tout ça, difficilement, mais voilà. J'espère que c'est pas trop décousu comme histoire, je m'en rends pas compte vu que j'ai pas forcément l'habitude de parler comme ça face caméra. Mais voilà, le temps passe, les semaines passent, et puis ça tombe bien puisque les beaux jours arrivent. La vie est un peu plus belle, en tout cas pour ma part, quand il fait beau, quand on sort et qu'on voit ses amis et tout ça, donc c'est trop bien. Et puis j'ai toujours ce petit trauma en tête. J'ai même des douleurs un peu fantômes où je me réveille la nuit, j'ai mal, alors que en fait j'ai plus rien. Parce que du coup je demande à ma sage-femme de faire une échographie pour voir si tout est bien parti. Elle me dit que tout est bien parti, donc c'est bien des douleurs fantômes où en fait le traumatisme était tellement intense qu'il y a des douleurs qui reviennent alors qu'il n'y a rien. C'est psychologique. C'est comme les gens qui se font amputer d'une jambe et qui ressentent la douleur qu'ils avaient dans leur jambe avant de se faire amputer alors qu'ils n'ont plus de jambes. Bref. Je sais pas si c'est clair. Mais en tout cas, voilà. Je commence à aller mieux. En plus, avec cette échographie, je me rends compte que y a plus rien, donc je peux vraiment passer à autre chose. Ça, c'était en juin 2025, en juin dernier. Et finalement, juillet arrive et là, donc moi, fin juillet, généralement, je prends mes vacances d'été et ce que je fais tous les étés, quasiment, c'est partir en Corse avec mes amis. Une semaine, sans mon copain, juste avec mes amis. Voilà, on se retrouve tous, c'est trop bien, voilà. Sauf que à ce moment-là, je me rends compte que je suis un petit peu tendue. Je suis un petit peu pas comme d'habitude, je me sens pas comme d'habitude, tout ça. Donc mon copain me dit tu devrais faire un test de grossesse parce que je sens qu'il y a un truc qui a changé quoi en toi. Donc je décide de faire un test de grossesse et il est positif. Donc là en fait
ce qui me traverse, c'est de l'anxiété. De l'anxiété parce que je me dis, en fait, ça se trouve, je suis en train de refaire une grossesse extra-utérine parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand t'en fais une, tes risques sont augmentés, passent de 1% à 10 à 15%. D'en refaire une puisque ta trompe est un petit peu abîmée et moins perméable. Alors ça peut être le cas, mais comme ça peut aussi ne pas du tout être le cas. Donc là j'ai de l'anxiété qui me traverse et je me dis oh my god, non, enfin faut pas que ça recommence et en plus ça va gâcher mes vacances genre. Non, je suis pas prête psychologiquement, je peux pas revivre ça, donc là je commence à angoisser. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai beaucoup de chance de vivre à Paris et d'avoir des rendez-vous médicaux d'une rapidité sans nom. Donc je prends rendez-vous avec ma sage-femme, qui elle me trouve un rendez-vous, et je trouve aussi en amont un rendez-vous avec une échographiste. Parce que je m'étais renseignée et je savais que à partir du moment où tu as un test positif, il faut faire une prise de sang pour les bêta-CG et ensuite quand tu as fait surtout quand tu as fait une grossesse extra-utérine, tu fais une échographie de localisation pour voir si l'embryon est bien dans l'utérus. Donc là, j'ai réussi et je partais dans 2 jours en Corse. Donc là, j'ai réussi à voir ma sage-femme, à faire la prise de sang. Et le jour même où je dois partir, j'ai le rendez-vous pour l'échographie de localisation. Donc j'y vais avec mon copain. Et là, donc c'est un stress pas possible. Je dors pas de la nuit. La veille, je dors pas de la nuit. Je m'endors à 5h du matin. Je suis en stress pas possible. Tellement stressée que je stresse mon copain. Alors qu'il, lui, de base, c'est pas quelqu'un de stressé du tout. Finalement, toute cette histoire pour vous dire que finalement, elle nous annonce que c'est bien dans l'utérus, donc je suis bien enceinte et que je suis enceinte d'environ 5 semaines et que voilà, c'est bon, cette fois c'est la bonne. Donc là, je suis trop contente, genre c'est un soulagement pas possible. Je suis soulagée, je suis contente, je vais partir en vacances avec mes meilleurs potes, enceinte, tout va bien quoi. Donc là, je me dis, ok, c'est trop bien. Mais pour le coup, je me rends pas encore compte que j'attends un bébé, que ma vie va changer, etc. Là, je suis plus en mode, on va kiffer. On va kiffer, voilà quoi, vacances, enceinte, tout va bien. Au final, j'arrive en Corse avec mes amis, avec qui je suis très très proche, donc même si je suis à 5 semaines et que je sais qu'on doit attendre 3 mois, je le dis à tous mes amis, parce que de toute façon, je ne peux pas boire ni fumer, alors que, c'est vrai que dans la vie, je bois un petit peu d'alcool et ça peut m'arriver aussi de fumer un petit peu des cigarettes. Donc je suis un peu obligée de leur dire parce que de toute façon sinon ils vont me griller ou alors ils vont se dire qu'il y a un truc qui va pas. Ils m'auraient grillé de toute manière, donc je préfère leur dire. Voilà, tout le monde est trop content, mais en même temps moi je reste un petit peu... je leur dis, s'il vous plaît, n'en parlez pas, ça reste entre nous, le groupe de Corse, quoi. Parce que je veux pas en parler aux autres tant que, avec ce qui m'est arrivé avant, je reste grave sur mes gardes. J'ai pas du tout envie que de l'annoncer à tout le monde, puis en fait de faire une fausse couche et devoir dire aux gens ah ben non finalement j'ai fait une fausse couche, etc. Trop dur mentalement et émotionnellement. Du coup, voilà. Je kiffe mes vacances, à part la fin où au bout de la 3e semaine, je commence à avoir des nausées, les odeurs qui me dégoûtent, les dégoûts alimentaires, tout ça arrive à la fin de mes vacances. Au final, un petit peu tant mieux puisque c'est mieux que ça arrive là que quand on reprend le travail. Donc ça a été un peu intense puisque déjà on a des montées d'hormones qui nous mettent à fleur de peau.
Vraiment, enfin en tout cas moi je suis très sensible aux hormones et ça me met à fleur de peau. Je suis extrêmement fatiguée, c'est-à-dire que j'ai envie de dormir tout le temps, du soir au matin j'ai envie de dormir. Je peux me lever à midi et genre à 22h30 être déjà en train de dormir. Ce que je ne faisais plus avant, dormir dans tous les transports, la voiture, le train, l'avion, enfin je m'endors partout. Voilà, donc ça, là je me dis waouh, c'est intense. Et surtout, je kiffe pas, en fait. Je suis contente et tout, d'être enceinte, tout ça. Et même, je culpabilise parce que je me dis, attends, t'es enceinte, c'est ce que tu voulais, après ce que t'as traversé. Et puis surtout, il y a des femmes qui galèrent à avoir des enfants pendant des années, qui font des parcours de FIV, etc., etc. Et genre, là, toi, t'es enceinte, c'est tout ce que tu voulais, t'as tout pour être heureuse, mais tu te plains, quoi. Donc, je culpabilise un peu par rapport à ça. Mais c'est vrai que le premier trimestre de grossesse, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé. Je trouvais ça trop... Enfin, j'étais trop à fleur de peau, en fait. J'étais trop à fleur de peau. J'étais infecte avec mon conjoint. Je pouvais... Ouais, toutes les odeurs me dégoûtaient et tous les trucs que j'aimais manger, par exemple, un truc tout bête, mais des tomates, alors qu'on est en plein été, bah, ça me dégoûte. Des pâtes à la tomate, alors j'adore ça. Ça me dégoûte. Enfin, tout me dégoûte et c'est horrible. Et là, je me dis, mais c'est ça la grossesse, c'est nul. Alors que moi, je l'avais vraiment, genre, idéalisé. Je m'étais dit, ça va être trop bien, je vais être enceinte, genre, tout le monde va que me donner de l'attention. Oui, je sais, mais bon, on s'en refait pas. Tout le monde va me donner de l'attention, je vais être... Ouais, je vais kiffer, quoi. Je vais être trop belle, tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, j'ai l'air juste ballonnée tout le temps. Donc, c'est pas vraiment du kiff. Et en plus de ça, tout me dégoûte. Les gens... Enfin, je sens leurs odeurs corporelles, je sens leur haleine. Non, ce n'est pas possible, quoi. Donc, ouais, je passe pas de très bons moments au début. Ensuite, arrive le deuxième trimestre. Où là on dit que c'est vraiment le trimestre où t'as des hormones de bonheur et tout, c'est trop bien, etc. etc. Et il s'avère que c'est totalement vrai, genre je me rends compte que c'est... Je sais pas, mes humeurs se stabilisent, je suis beaucoup plus de bonne humeur, j'ai beaucoup moins de fatigue qu'au premier trimestre. J'ai pas vraiment, mon ventre ne se voit pas vraiment, donc ça je suis un peu en train de je complexe un peu par rapport à ça parce que il est vrai que en tant que femme on se compare sans arrêt et donc moi je fais que me comparer, me dire oui je comprends pas pourquoi sur Instagram je vois des meufs qui sont à 4 ou 5 mois de grossesse comme moi et elles ont un ventre super rond, super beau, alors que moi j'ai toujours l'air un peu ballonnée. On sait pas trop si je suis enceinte ou si j'ai grossi. Donc bon, je me sens pas hyper bien dans ma peau franchement, et les réseaux, tout ça, ça aide pas du tout puisque c'est vrai que on voit que des femmes enceintes qui sont hyper fines. Donc elles ont des très beaux ventres, bien ronds, tout ça, alors que moi je me reconnais pas forcément là-dedans, donc je comprends pas. Je comprends pas. En plus, beaucoup de femmes m'avaient dit tu verras, t'auras des trop beaux cheveux, t'auras une trop belle peau, tu vas te trouver trop fraîche, etc. Sauf que moi j'ai des boutons, alors que d'habitude j'ai pas de boutons. Je fais de la rétention d'eau déjà dans le visage et tout, je suis toute gonflée, je me dis mais pas du tout. Donc voilà, pour physiquement c'est difficile. Je vous mens pas que trigger warning TCA, mais j'ai passé 2 ans et demi à peu près à faire très attention, 2 ans et demi, 3 ans à faire très attention à mon alimentation, à faire du sport. J'ai perdu 23 kilos et là je me retrouve à devoir prendre du poids et à pas vraiment contrôler ça, quoi, parce que en vrai le corps en a besoin, même pour le placenta, le liquide amniotique, etc. On a besoin de prendre du poids. Enfin, on prend du poids parce qu'il y a des choses qui se passent dans notre corps
et même pour notre bébé, tout ça. Donc et tous les gens te disent autour de toi, non mais c'est normal, c'est normal, hein, t'as besoin de prendre du poids, nanani nanana. Et c'est trop frustrant parce que tu peux pas contrôler. En plus, t'as des envies. Enfin, je sais que moi, depuis que je suis enceinte, la sensation de faim, elle est intense. C'est-à-dire que dès que j'ai faim, il faut que je mange un truc. Il faut que je mange un truc dans la demi-heure parce que sinon, en fait, ça te crée des crampes dans le ventre qui sont atroces. En tout cas, je sais pas si d'autres femmes peuvent en témoigner, mais moi, c'est ce que ça me fait. Du coup, je me sens plus, moi-même. Je me sens plus libre de mon corps et tout ça, donc c'est assez compliqué et ouais, physiquement, c'est assez compliqué à gérer. Je me rendais pas compte, j'avais trop idéalisé la grossesse. Aussi parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui reste encore un peu tabou, qui reste un peu romantisé, dans le sens où être enceinte, c'est la plus belle chose et tout, ça c'est clair, on crée la vie, tout ça, c'est incroyable. Mais pour autant, en tant que femme, on passe par des étapes quand même. Alors même qu'on vit dans une société avec des injonctions de beauté de malade, mais on se les retrouve, je trouve, puissance 1000 quand on est enceinte, quoi. Donc, compliqué quand même. Voilà. Mais à part ça, ce deuxième trimestre, je me sentais quand même hyper stable émotionnellement et tout. Voilà. Et troisième trimestre, là, je suis en plein dedans, vu que je suis à 7 mois de grossesse. Je suis à 7 mois de grossesse aujourd'hui, en plus. Donc, là, je sens que physiquement, je me sens diminuée. Comme une personne âgée, un peu. Genre, j'ai du mal, je commence à avoir du mal à me baisser, j'ai de la sciatique. À partir de 19h le soir, j'ai extrêmement mal au dos. J'ai l'impression que la fatigue du premier trimestre revient. Je me sens très faible. Honnêtement, je sens que la fin de la grossesse va être difficile. Mais pour autant, je vous partage tout ça parce que c'est mon expérience. Mais je me plains pas non plus, hein. Je sais que j'ai beaucoup de chance d'être enceinte parce que je le veux. Et aussi, j'ai beaucoup de chance d'avoir une grossesse qui se passe bien parce que j'ai eu jusque-là, en tout cas, je touche du bois, pas de complications. Mais je sais aussi, et il y a aussi des femmes qui passent par du diabète gestationnel, la pré-éclampsie, qui passent par plein de complications, qui doivent être alitées pendant toute leur grossesse, des choses comme ça. Moi, Dieu merci, pour l'instant, tout se passe bien, j'ai pas eu de complications, donc vraiment je me plains pas. Mais pour autant, je pense que, en fait, on se rend pas forcément compte que de tout ce que, vu du monde extérieur, on dit toujours oui, la grossesse c'est pas une maladie, etc., etc. C'est sûr, c'est pas une maladie, mais on se rend pas compte vu de l'extérieur, et surtout, je pense que les hommes encore moins ne se rendent pas compte de tout ce que le corps humain fait. Il est en train de créer un humain, quoi, tout simplement. Il crée un cœur, un rein, un cerveau, un petit être, quoi. Donc forcément, le corps, il est fatigué. Ce qui s'ensuit, ce qu'il y a aussi, et que j'avais pas... j'en avais entendu parler, et je suis la première à vraiment me battre pour ça, etc. C'est la charge mentale. Je me rendais pas compte à quel point devenir mère, c'était une énorme charge mentale. C'est-à-dire que je me réveille la nuit et je pense aux couches que je vais commander, je pense aux choses qui me manquent, je pense à quel lit je vais lui choisir, tout ça. J'ai des listes sur mon téléphone ou de choses à acheter, genre, alors que je sais pertinemment, ça je pense que c'est aussi beaucoup de stress, dans le sens où je pense qu'il y a énormément de choses qu'on achète qui vont me servir peut-être à rien, mais c'est aussi le matériel, c'est ce qu'on maîtrise, donc ça permet
de se détendre un petit peu, d'acheter tout plein de choses. Mais pour revenir à la charge mentale, c'est vrai que en fait, tout ton cerveau est focus sur l'arrivée de ton bébé, le postpartum, comment ça va se passer, etc., etc. Et c'est dur, je trouve, d'arriver à penser à autre chose, voilà, tout simplement. Et je pense que ça fatigue aussi énormément, même le physique, finalement, puisque, en fait, je me rends compte que depuis que je suis enceinte, j'ai du mal à faire autre chose que mon travail chez Vers le Haut et être enceinte. J'ai l'impression que il y a que ces deux options possibles. Le reste du temps, j'ai besoin de me reposer, en fait. J'arrive à quand même voir mes amis et tout ça, mais ça me prend énormément d'énergie d'aller boire des verres, de passer du temps avec mes amis, tout ça, même si j'ai grave envie de les voir, etc. Mais j'ai l'impression que les gens vont m'en vouloir si je vais pas aller les voir, enfin si je vais pas me déplacer vers eux, etc. Mais j'ai l'impression qu'ils se rendent pas compte non plus que moi, je suis grave fatiguée, en fait. Donc j'attends de voir si le congé maternité va me faire du bien ou non. Mais je pense que si. Ce que j'entends pas mal aussi, et c'est fou parce que moi, dans mon milieu, avoir un enfant à 31 ans, enfin dans mon milieu, en tout cas auprès de mon cercle plus ou moins proche, 31 ans, je suis la première à avoir un enfant de mes amis. Et 31 ans, à Paris, ça peut paraître un peu jeune, dans le sens où les gens vont prioriser leur carrière et ils ont l'impression que si tu fais un enfant à 31 ans, ça va ralentir ta carrière. Alors oui, c'est vrai dans certaines entreprises et tout, mais moi j'ai pas ce sentiment-là. J'ai plutôt le sentiment que justement je me sens bien avec ma situation pro actuelle et où j'en suis, de mon poste à Vers le Haut, etc., à mon âge et tout. Et j'ai justement l'impression que avoir un enfant, c'est encore passer un step, dans le sens où ça va encore plus me responsabiliser et accélérer encore plus, me permettre d'accélérer encore plus ma carrière. Je vois pas ça comme un frein, mais au contraire, je vois ça plus comme un accélérateur, parce que j'aurais encore plus envie de travailler, de me focus sur mon travail, parce que maintenant je vais avoir un enfant, de qui je vais être responsable, je vais devoir m'en occuper, la faire grandir, lui payer ce dont elle a besoin et tout ça. Donc j'ai l'impression que ça va encore plus me booster dans ma carrière, au contraire. C'est pas parce qu'on va s'arrêter quelques mois, 5 ou 6 mois, pour s'occuper de son nouveau-né. Je compte bien après repartir au travail, mettre mon enfant à la crèche, même si ça sera sûrement difficile, et reprendre ma carrière où elle en était. J'ai pas l'impression que ça va être un frein, et c'est dommage qu'il y ait des gens qui pensent ça. Parce que c'est vrai que à Paris et même partout, on a tendance à toujours être dans le travail et voir que ça, et avoir l'impression que tout va tellement vite que si on s'arrête 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on va rater tout un tas de choses. Alors oui, c'est vrai qu'on peut rater tout un tas de choses, mais est-ce que ce sont des choses vraiment importantes ? Je ne pense pas. Du coup, je vois pas trop ça comme un frein. Je pense que c'est surtout une nouvelle aventure qui va commencer, c'est sûr, il va falloir trouver un nouvel équilibre entre mon travail, ma famille, ma vie perso et moi, parce que moi j'ai pas envie de m'oublier en tant que femme. J'ai envie de rester qui je suis, cette femme qui aime la mode, qui aime se faire belle, qui est féminine, voilà. Continuer à avoir une vie sociale, voir mes amis, etc. Ça serait juste un nouvel équilibre à trouver, mais je pense pas que non plus... j'ai pas envie de me dire que
Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens dire oui, ah mais tu sais, avec ton enfant, tu pourras plus rien faire, nanana. Moi, je vois pas la maternité comme ça. Et je vois bien qu'il y a des gens autour de moi qui ont un enfant et qui continuent à vivre comme avant, mais juste avec un enfant. J'ai envie de croire à ça, moi. Peut-être que dans 1 an, je vous dirai totalement le contraire et que je vous dirai, je peux rien faire. Je peux rien faire avec avec ma fille. Non, ma vie a totalement changé et tout ça. Peut-être que je serai super négative ou peut-être en dépression. J'espère pas. Et j'ai vraiment pas cette intime conviction. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça va donner un nouveau sens à ma vie et que c'est pour le mieux, honnêtement. C'est ce que j'ai toujours voulu et c'est ce qu'on a décidé de construire avec mon conjoint. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je suis partie un petit peu dans tous les sens, mais bon, c'est moi, je suis Messi. C'était le premier épisode de moi solo, donc peut-être que j'en ferai d'autres, on verra. En attendant, je vous dis à très bientôt. On se revoit en septembre avec plein de nouveaux invités, ça c'est sûr, plein de jeunes brillants, avec des parcours hyper inspirants. Merci à tous ceux qui écoutent Jeunes et Brillants. Merci d'avoir écouté Jeunes et Brillants. Le podcast en partenariat avec le média MCE. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucun épisode.